Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ces programmes des plateaux politiques. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes sur ces plateaux avec un invité. Lui, c'est M. Jean-Baptiste Ndundu. Il est animateur de la société civile, ancien membre de la plénière de la centrale électorale sous Corneille Nangaa. Il est auteur de plusieurs ouvrages relatifs au processus électoral, dont quid de la participation des jeunes au processus électoral en République démocratique du Congo entre 2012 et 2019, enjeux, défis et perspectives. Mais au-delà de tout, il a passé plusieurs années, une vingtaine, il faut les noter, dans l'observation électorale. Bonsoir, Monsieur Jean-Baptiste. Bonsoir. On vous a bien présenté. C'est exact. Je me reconnais dans cette présentation. Alors, je prends la dimension auteur des ouvrages relatifs au processus électoral, dont quid de la participation des jeunes au processus électoral en République démocratique du Congo. Parlez-nous du contexte de la rédaction de cet ouvrage. Quelle a été l'observation? On est parti par quelle motivation? Cet ouvrage découle de ma qualité de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Et pendant mon mandat à la Commission électorale nationale indépendante, j'avais comme charge de m'occuper du suivi de la participation des jeunes. Alors, j'ai pensé qu'il était important que les informations que j'avais glanées pendant 8 années ne puissent pas rester lettres mortes, mais qu'elles puissent servir à ces jeunes qui doivent pouvoir transformer la République démocratique du Congo à travers le processus électoral. Alors, quel est le constat finalement lorsque vous êtes employé à réunir les données, à mobiliser ou à sensibiliser la jeunesse? La jeunesse congolaise est assez réticente par rapport aux élections. Oh, oui et non. Oui, dans la mesure où la majorité des jeunes ne s'engagent pas en politique. Mais qu'ils sont présents durant les campagnes électorales. Ils sont prêts à prendre 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs pour pouvoir nouer les deux bouts du mois. Généralement, quand on est dans un home, on fait preuve à beaucoup de précarité. Et quand un candidat vient pour faire campagne, on va vers ce candidat-là pour essayer de glaner un peu de moyens. Alors, il y a comme ça des jeunes qui changent des t-shirts pour faire la campagne de plusieurs candidats. L'objectif que je condamne et que j'essaye de pouvoir corriger aujourd'hui, c'est la recherche de l'argent à tout prix et penser que c'est cela la finalité. Je dis non dans la mesure où en grande partie, lorsqu'on regarde le processus électoral en République démocratique du Congo, on constate qu'il y a énormément de jeunes comme électeurs. Ça veut dire qu'ils prennent des cartes d'électeurs. Il y a environ, aujourd'hui, la proportion, c'est environ 71% qui ont entre 18 et 40 ans. Il y a environ 79%. qui ont 79%, qui ont entre 18 et 45 ans. Mais lorsqu'on regarde les proportions des candidats, ceux qui vont pour les candidatures, ils sont à 33%. 33% des candidats ont entre 18 et 40 ans. Donc les jeunes sont plus électeurs? Non, les jeunes ont plus de cartes électorales qu'ils sont candidats. Mais si on avance dans le processus, parce que le processus, c'est comme un chemin. Il y a encore un petit flou là. Oui.
ils sont estimés à 70%, oui, ceux qui obtiennent la carte d'électeur. s'enrôlent. Oui. Oui. Et maintenant, ceux qui vont voter, là, à ce moment, les pourcentages baissent. C'est autour de 30%. Autant de 33%. 33% qui vont déposer pour être candidat. Il faut noter évidemment que pour être candidat, il faut avoir au-dessus de 25 ans. OK? Pour les députés nationaux et 30 ans pour l'élection présidentielle et l'élection des sénateurs. Donc, on peut dire qu'il y a une bonne partie qui reste sur le carreau pour des questions de conditionnalité. Mais la proportion est quand même de 33%. J'ai noté une chose, c'est-à-dire que pendant la campagne électorale, les jeunes vont vers ces candidats vieux pour glaner quelque chose. Et du coup, ils peuvent être nombreux en train de faire la campagne pour plusieurs candidats. Voilà. Ils cherchent un peu de moyens pour nouer les deux bouts du mois. Ça veut dire que la misère a rendu un mauvais service à cette jeunesse congolaise. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils sont visibles durant la campagne. On voit que le processus connaît une participation des jeunes, mais dans les objectifs du processus électoral, ils n'y sont pas. Ça veut dire que quand on regarde les élus, aujourd'hui, c'est 13% des élus qui ont moins de 40 ans. D'où la rédaction de cet ouvrage comme pour réveiller la conscience de cette jeunesse. Oui, non seulement réveiller la conscience des jeunes, mais également de ceux qui encadrent les jeunes. Quand je parle de ceux qui encadrent les jeunes, je vois les partis politiques, je vois les écoles, les universités, je vois l'Église qui a l'habitude d'encadrer les jeunes pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous avons une société où les gens ne vont pas en profondeur. Il suffit tout simplement qu'on dise qu'il y a eu fraude électorale et on pense avoir trouvé une réponse. Ce que j'appelle la technique du bouc émissaire. Donc, une fois qu'on a dit que le problème, c'était la fraude, on pense avoir résolu le problème. Alors que pour le processus électoral, la problématique, elle est quand même beaucoup plus complexe. Et cette absence des jeunes dans notre société devrait être corrigée pour l'efficacité de la gouvernance de notre pays. Alors, dans l'ouvrage, vous parlez des enjeux, défis et perspectives. Quels sont les enjeux du processus électoral pour la jeunesse, quant à leur participation, évidemment? Bon, si on doit parler des enjeux, c'est un peu comme tous les citoyens congolais. Le premier enjeu, c'est un enjeu de souveraineté. L'article 5 de la Constitution estime que l'exercice du pouvoir, la souveraineté appartient au peuple. Et il est important que les jeunes en soient conscients. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Et j'ai l'habitude de dire, le peuple comme notion politique est au-dessus des lois. Ça veut dire que c'est eux qui décident qu'est-ce qui va se faire. Je pense que c'est un travail que devrait faire le portefeuille de la jeunesse et de la nouvelle citoyenneté. Oui, j'allais dire, on peut collaborer ensemble, on peut travailler ensemble pour cet objectif. Il est évident qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas des citoyens de qualité, des citoyens empreints de culture politique démocratique, nous aurons du mal à avoir une gouvernance démocratique de qualité. Parce que le peuple doit pouvoir réclamer ses droits, doit pouvoir exprimer ses besoins. Quand les besoins sont mal exprimés ou ne sont pas bien exprimés, on ne pourra pas bénéficier des fruits de la démocratie. Donc, cette question de souveraineté, elle est la base. C'est à partir de là que la problématique, la seconde problématique, qui est celui de l'exercice du pouvoir, est générée. Parce que vous pouvez bien être le souverain, mais vous devez avoir la capacité d'exercer le pouvoir que vous détenez. Et donc, cet exercice du pouvoir peut se faire soit directement, soit indirectement.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'exercice direct du pouvoir n'est pas réglementé, n'est pas encadré légalement. Il n'y a la phase indirecte qui est réglementée, c'est-à-dire les élections. Et les élections ont pour but de désigner des représentants. Okay? Donc cette phase-là, c'est la phase qui est réglementée et qui fait de l'élection une base de la gouvernance. Mais il faudrait qu'on pense absolument à réglementer l'action directe, l'exercice direct du pouvoir, notamment à travers le référendum qui pourrait être organisé, ça veut dire la détermination d'une loi référendaire qui peut permettre justement à la population de participer directement. On n'est pas obligé, pour se faire entendre, de casser. On n'est pas obligé, pour se faire entendre, de pouvoir tous descendre dans la rue, empêcher l'exercice du pouvoir. Non. On doit pouvoir exprimer les besoins, ce que l'on veut, la vision de ce que l'on veut comme pays, comme cité ou comme entité. Souveraineté, exercice du pouvoir, il y en a un autre enjeu? Oui, l'enjeu, c'est l'enjeu de la représentation. C'est le troisième que je fixe. J'ai dit ici que les élections avaient pour but de désigner des représentants. Et donc, à partir de ce moment-là, se pose à nous la question de savoir, est-ce que les représentants représentent-ils effectivement le peuple? Et toute la question est posée là-dessus. Il y en a qui tirent des conséquences ou des questions liées à la légitimité même des élus. Hein, se poser la question s'ils sont effectivement légitimes. Est-ce qu'ils ont été vraiment votés par... Voilà. Alors, la représentation pose deux problèmes. Il y a une représentation qu'on pourrait appeler juridique, parce que quand vous élisez quelqu'un, vous lui donnez un mandat pour qu'il parle en votre nom. Okay? Mais il y a une représentation sociologique. Est-ce que votre volonté est prise en compte? Est-ce que vos idées sont prises en compte? Est-ce que ce que vous voulez est pris en compte? Vos besoins. Est-ce que quand on regarde la société dans laquelle nous sommes, les institutions, est-ce que le peuple se retrouve dans ses élus? Et là vient la problématique des jeunes. J'ai l'habitude de dire, si vous choisissez un vendeur d'essence pour représenter les vendeurs de tomates, ne soyez pas étonnés que ce soit les intérêts des vendeurs d'essence qui soient le plus garantis que les vendeurs de tomates. Voilà pour bien faire comprendre cette idée de représentation sociologique qui pose un problème. Mais il ne faut pas se limiter à ces questions de représentation en surface. Parce que la question, elle est complexe. Un processus électoral, c'est trois éléments. C'est le vote, c'est le mode de scrutin et c'est la désignation. Il est facile pour les gens de voir l'élection comme un vote. Mais il est difficile que l'on comprenne que derrière ce vote, il faut traduire ce vote en désignation, en des personnes que l'on désigne. Et tout le problème est là. Là, ça devient savanesque. Non, ce n'est pas savanesque. C'est ce qu'il faut bien comprendre pour que l'on comprenne que le choix de chaque électeur est aussi important que le choix du système électoral. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que notre cadre de gouvernance n'est pas approprié. Mais personne ne fait des réformes sur le système de gouvernance. Je répète, l'élection n'est pas une fin en soi. L'élection, c'est le choix des représentants pour assurer une gouvernance. Et quand le cadre de gouvernance n'est pas approprié, il y a très peu de chances que les citoyens puissent trouver gain de cause. Alors, quand le système électoral est mauvais, vous avez beau avoir des votes, il y a très peu de chances qu'il y ait satisfaction. Mais curieusement, ce sont les représentants du peuple, siégeant évidemment à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qui travaillent dessus, non? Qui mettent en place un cadre de gouvernance
et consorts. Oui, effectivement. Et on est dans une société aujourd'hui qui est malade. Parce que toute la gouvernance est prise en charge par ceux qui n'ont qu'un seul objectif: conquérir et conserver le pouvoir. Alors que le cadre de gouvernance, c'est avant tout l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça veut dire que tant qu'on va rester dans un cadre qui est formé ou qui est formulé par ceux qui sont intéressés par la conquête et la conservation du pouvoir, ils vont faire des règles... Pas servir. Non, non. Les conditions de vie des populations risquent de les intéresser très peu. OK? On met en place des règles pour réglementer la conquête et la conservation du pouvoir. Et le jeu politique reste de ce que moi j'appelle un cercle vicieux. Et on a une satisfaction momentanée de voir l'un des nôtres, mon frère, mon cousin, mon ami qui est élu. Mais après, est-ce que cet ami qui est élu va prendre en charge le bien commun? Ce n'est pas évident. Donc, les choses vues sous cet angle, ça veut dire que notre société, on pourra mettre 100 ans sans que les choses changent. Si on ne brise pas le cercle vicieux dans lequel on est aujourd'hui. Disons, si on ne brise pas les systèmes. Oui, si on ne brise pas le système, et je mets 3 piliers pour ça: souveraineté, exercice du pouvoir et représentation, je suis désolé. Il y a très peu de chances que l'on puisse améliorer notre gouvernance. On va aller d'insatisfaction à insatisfaction. Et vous pouvez constater, aujourd'hui, le taux de participation est passé de 63% à 45% entre 2006 et 2018. OK? Ça veut dire cette déperdition de 15 points de participation, elle va se poursuivre si on ne réagit pas très vite. Parce que de plus en plus, les gens seront déçus. Ne vont pas croire au processus électoral. Ils vont aller chercher la carte d'électeur parce que c'est une carte pour identité. Mais ils ne vont pas aller même pour aller pour voter. OK? Le taux de participation, je dis que c'est 45%. Dans un processus électoral, ce qui compte, ce n'est pas ceux qui prennent les cartes d'électeurs. Ce qui compte, c'est ceux qui se rendent dans le bureau de vote, ce qu'on appelle les votants. C'est pour lequel on calcule les suffrages valablement exprimés. Alors là, les jeux sont légers et mal faits. Comment on répartit les sièges sur base du nombre d'enrôlés, alors qu'en réalité, c'est ceux qui se présentent le jour du vote qui sont pris en compte. Voilà. Ce pourcentage-là. Voilà. On a réparti une entité, on a donné à une entité 5 sièges, par exemple, par rapport au nombre d'enrôlés. Mais alors, ce qui est important, plutôt, c'est le nombre de votants. Ah ben oui, je persiste. Ce qui compte, même si vous avez été 40 millions à avoir la carte d'électeur, ce qui existe, c'est les 18 millions qui sont allés dans les bureaux de vote. Tous ceux qui ont estimé que les bureaux de vote étaient à plus de 10 km et que ça ne servait à rien qu'ils puissent se rendre pour aller voter et qui sont restés chez eux, en réalité, d'un point de vue électoral, il n'existe pas. On détermine effectivement le poids électoral des entités administratives, des circonscriptions, en fonction des électeurs. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de fraudes en matière de listes électorales. Les acteurs veulent gonfler les chiffres des électeurs pour avoir plus de chances de se faire élire. Si vous avez plus de chances dans votre territoire, dans votre entité, vous aurez plus d'élus. Et vous aurez donc la possibilité d'avoir un poids politique beaucoup plus grand qui vous permettra d'être présent dans le gouvernement. C'est ça l'objectif. J'ai dit que c'était un cercle vicieux. Apparemment, vos espoirs sont reposés sur la jeunesse. Voilà pourquoi vous vous employez à réveiller la conscience de cette catégorie. Déjà, et tantôt, vous aviez dit que ce travail-là devrait être
fait par les écoles, les églises et les acteurs de la société civile. Vous pensez vraiment que nos écoles, l'école en République démocratique du Congo, telle que conçue et telle que ça fonctionne, ou encore l'église, ça peut rendre un tel service? Oui, absolument. Absolument. Il faut absolument construire un imaginaire. Il faut absolument construire une culture. Et si on veut construire une culture démocratique et une culture politique efficace, je crois que l'école est un instrument important. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une réforme de notre système scolaire pour permettre à ce que l'éducation civique reprenne sa place. Vous n'avez qu'à observer notre société. Regardez. On a des gros problèmes de discipline. On a des gros problèmes d'ordre. Tout simplement parce que notre système éducatif n'est pas performant. On doit donc, pas orienté vers ces... on doit le réformer. On doit le réformer. Les objectifs de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, ne nous permettront pas d'avoir un mieux-être d'ici les 20, 30 ans. Non. Si on veut avoir des chemins de fer aujourd'hui, il faut former des ingénieurs pendant 5 ans. Et il faut leur assurer un emploi pendant le temps où ils sont en train d'être formés pour que demain, ils puissent faire des chemins de fer que nous n'avons pas pu construire depuis plus de 100 ans. Mais cette affaire de l'éducation devrait aussi être prise en charge par la société civile. Et la société civile en République démocratique du Congo reste focus sur des questions électorales et non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les questions de citoyenneté, les questions liées aux citoyens devraient être d'abord l'apanage de l'État. C'est l'État qui doit être réformé. C'est l'État qui doit mettre en place un plan de développement. Alors que les animateurs de ces institutions sont plus préoccupés par leur maintien au pouvoir. C'est pour ça qu'on est intéressé par la jeunesse. Parce que tant que la jeunesse n'exprimera pas ses besoins, eh ben, il y a très peu de chances que les choses puissent changer. Que l'on puisse avoir une prise en considération des besoins de notre population. Aidez-moi, M. Jean-Baptiste. Oui. Cette jeunesse-là va exprimer ses besoins de quelle manière? Elle a la possibilité, à travers les instruments qui lui sont donnés, aujourd'hui, à travers le processus électoral, elle peut avoir des élus. Elle peut avoir des élus choisis. Et généralement, les jeunes, quand vous leur demandez d'être candidats, la première réticence, c'est de dire « je n'ai pas les moyens pour payer la caution ». Eh ben moi, je dis, l'élection... Même pour battre campagne. Voilà, mais je dis, l'élection, ce n'est pas une histoire d'un individu. C'est une histoire de groupe. Dans une ville comme Kinshasa, si nous avons 6 millions d'électeurs, vous avez environ 3 200 000 jeunes qui sont capables de payer, si chacun décide de donner 2000 francs ou $1, ils sont capables de payer la caution de 32 candidats à l'élection présidentielle. Alors, si vous êtes capable de payer uniquement pour la ville de Kinshasa, ils sont capables de payer la caution de 32 candidats, pourquoi ne pourrait-il pas avoir un seul candidat? Okay? Donc, la première option, c'est de dire, n'attendez pas que vous soyez des jeunes cooptés. Je prends le siège de papa, hein, parce que papa a été élu, et donc... Parce que je suis son suppléant. Voilà, et je prends son poste. Non, soyez là parce que des jeunes ont décidé que ce serait vous qui serez là. Et donc, vous aurez des comptes à leur rendre. Donc, la première idée, avoir des candidats un peu partout jeunes, que les jeunes eux-mêmes choisiront. Et disons, celui-là, nous pensons qu'il est le plus à même de parler pour notre compte et de permettre à ce que les politiques puissent effectivement changer. On doit avoir ce que certains appellent une pyramide
renversée pour permettre à ce que effectivement le peuple devienne le souverain de notre pays. Mais il y a aussi les plaidoyers. Ça veut dire que vous pouvez peut-être ne pas avoir d'élus, mais vous organiser pour faire un plaidoyer auprès des élus, pour dire, bon, monsieur, c'est vrai que vous n'êtes pas dans la catégorie des jeunes, mais nous sommes prêts à vous élire si vous nous garantissez telle chose. OK? À ce moment-là, nous tous, nous mettons derrière vous. C'est nous, les jeunes, qui décidons qui nous choisit. Nous choisissons comme celui que nous allons voter. Les jeunes qui ont ces problèmes de précarité, vous les voyez vraiment en train de décider de choisir quelqu'un? Je n'ai pas de doute que s'il y a un bon leadership qui se développe au niveau des jeunes, ils pourront très bien encadrer les jeunes. Et pour ce qui est de la précarité, je n'ai pas aussi des problèmes. Moi, j'ai vu en 2011 celui qu'on appelle un toléquiste, un conducteur de vélo, devenir député national. Donc, je pense que du point de vue des conditions de la précarité sociale, on peut surmonter ça avec un peu plus de solidarité. Vous, en tant que membre de la plénière de la centrale électorale Sunanga, vous aviez aussi pensé à encourager le jeune à participer au processus? Oui, je me suis rendu compte effectivement du problème quand j'étais membre de la plénière. Okay. Qu'est-ce qui a été fait pour encourager cette jeunesse-là? Vous avez constaté que, en tout cas, dans le gouvernement actuel, il y a un peu plus de jeunes. Okay? Il y a eu même des jeunes qui ont créé des partis politiques, même s'ils n'ont pas pu atteindre le seuil de représentativité, mais il y en a qui ont créé des partis politiques. Les jeunes, vous les situez dans quelle tranche d'âge? Bon, selon la charte africaine, c'est on va dire entre 15 et 35 ans. OK? Mais pour des raisons sociologiques, je suis allé sur la tranche d'âge entre 18 et 40 ans. Donc, tous ceux qui sont en dessous de 40 ans, pour moi, ils sont encore jeunes. Ils ont encore une espérance d'activité sociale et politique d'au moins 20 ans. Okay? Donc, si on veut transformer le pays d'ici 20 ans, ce sont ceux qui ont moins de 40 ans que l'on devrait cibler, parce qu'il y a autre chose qui perturbe. Parce que, s'il vous plaît, oui. Au Congo, cette notion de la jeunesse est relative. Hein? Vous verrez, messieurs de 45, 50 ans, c'est dire que nous jeunes, alors que ça... Oui, c'est vrai. On en a vu même. Hein? On peut laisser, mais comme le président de Ligue de jeunes de certains partis politiques, quelqu'un de 60 ans... Comme je viens de l'expliquer, ce n'est pas tout simplement théorique, ce n'est pas émotionnel. Ça veut dire qu'il y a un temps qu'il faut compter. Il y a une vingtaine d'années à prendre en compte d'actions, okay, cohérentes pour nous permettre de transformer notre pays. Il faut donc partager cette vision-là, de génération en génération. Donc, si on choisit quelqu'un de 50 ans ou de 60 ans, il y a très peu de chances qu'il puisse tenir 20 ans. Donc, on a besoin de ce renouvellement. Considérant l'espérance de vie. Oui, parce que les jeunes apportent cette espérance. C'est ça la vérité. Quand le pape François dit que la jeunesse, c'est l'espoir de l'Église, en fait, ce n'est pas faux. Mais il faut en être conscient et agir dès aujourd'hui en sachant là où on va. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Il ne s'agit pas de faire d'une démonstration qu'on est les plus intelligents, les plus forts, les plus... Non. Il s'agit de transformer l'environnement dans lequel on est. Qu'est-ce que l'on veut comme ville? Qu'est-ce que l'on veut comme pays? C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, sous d'autres cieux et en temps réel, même l'élection s'est faite sur base des besoins. Non? Il y aura moins de contestation en termes de tricherie, en termes de fraude. Parce que nous savons, en fait, qu'est-ce que nous visons. Okay? Nous tous, nous savons que ce qui compte, ce n'est pas la personne. Ce qui compte, c'est quelle est l'idée que porte cette personne. Et le choix à faire
vise en fait les porteurs de ces visions. OK? Donc, tant que notre vision a la possibilité d'aboutir, c'est bon à prendre pour nous. Je vais donner un exemple. C'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup parler de ça. Regardez les élections de 2018. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un résultat où on dit « Ah, celui qui a gagné, c'était quelqu'un de l'opposition. » Il y a eu donc deux visions qui se sont dégagées. Ceux qui voulaient qu'il y ait une sorte de continuité et ceux qui voulaient qu'il y ait une alternance. Devant cette évidence, il y en a qui ont dit « Ah, c'est vrai qu'il y avait deux candidats pour le changement, pour l'alternance. Ben, c'est l'un d'eux qui a pris. » Alors, il y a certains qui étaient de l'autre bord, qui ont traversé pour dire « Bon, au moins, ce n'est pas l'autre. » OK? Il y a eu alternance, c'était ça que nous recherchions. Un peu de satisfaction. Voilà, c'était ça que nous étions en train de rechercher. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir une vision. Malheureusement, durant le chemin, très peu avaient cette vision-là. Très peu avaient la vision. Ils voulaient comprendre là où on allait. Et il était difficile de leur faire comprendre que le passage pacifique entre un président sortant et un président entrant était une étape de maturité importante parce que jusque-là, depuis 1960, nous n'avions jamais fait cette expérience. Nous n'avons fait que l'expérience des coups d'État et des prises de pouvoir par les armes, au point que c'était intégré en nous qu'on ne peut prendre le pouvoir que par la force et par les armes. Avoir une expérience où quelqu'un prend le pouvoir en ne touchant pas une Kalachnikov, c'est un pas qu'il faut savoir capitaliser. Merci, puisque nous parlons des élections de 2018. Vous aviez été membre de la plénière de cet organe qui a organisé les élections. À voir les choses telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, vous pensez qu'il y a amélioration ou vous avez fait plus que ce qui sont aux affaires aujourd'hui? Évidemment au niveau de la CENI. Je ne vais pas me lancer dans une analyse comparative. Deux expériences d'organisation des élections ne sont pas les mêmes parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Donc il faut tenir compte des deux contextes qui sont différents. Et c'est vrai que la volonté de l'équipe actuelle, c'est de tenir les délais constitutionnels de 90 jours de convocation à la terme du mandat. Sauf qu'il faut faire attention à la planification. Planification stratégique, planification opérationnelle. Et malheureusement, quand on fait une très mauvaise planification opérationnelle, ça peut avoir des répercussions sur les opérations. Et je pense que ce sont les ratés qu'on est en train d'observer de plus en plus. Il y en a déjà non, il y en a plus. Il y en a plusieurs. Vous allez constater par exemple qu'il y a beaucoup de pannes des kits. OK? Il y a beaucoup des problèmes pour le déploiement des matériels. En fait, c'est dû à une planification opérationnelle. Et malheureusement, on est obligé de subir ça jusqu'à la fin. C'est qu'il faut éviter. Ces ratés peuvent influencer ou impacter les... Oh, certainement. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas recevoir de carte de lèvres. Donc là, vous graissez déjà, vous pincez les lèvres. Non, je dis qu'il y a énormément d'électeurs qui ne risquent de ne pas avoir de carte d'électeurs, tout simplement parce que découragés par la fermeture pendant un long temps du centre d'inscription ou par les pannes des machines. Ça veut dire qu'il faudra faire attention à la consolidation du fichier électoral et je suis pour qu'on puisse demander un audit du fichier électoral externe avant la publication de la répartition des sièges. Vous étiez déjà en train de soulever quelques observations? Non, j'étais en train de dire que la planification opérationnelle a généré un certain nombre de ratés et j'ai parlé des pannes.
j'ai parlé aussi de la formation des agents. Vous allez constater qu'un grand nombre d'agents, des membres de centres d'inscription n'ont pas su utiliser les panneaux solaires. Ils ont préféré utiliser les batteries des panneaux solaires, mais n'ont pas utilisé les panneaux. Et donc, même dans les milieux ruraux, l'avantage que pouvaient représenter les panneaux solaires n'a pas pu être utilisé. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour former les personnes à l'utilisation des panneaux solaires. Les gens se sont contentés des batteries et je commençais à chercher des groupes électrogènes pour pouvoir charger les batteries des panneaux solaires, alors que le dispositif avait été fait pour que le panneau alimente les batteries. C'était une bonne chose, non? Oui, mais ça supposait, comme j'ai dit, planification opérationnelle. Ça signifie que vous avez suffisamment de temps pour former ceux qui devront utiliser le panneau solaire pour que leur utilisation soit optimale et que le pauvre villageois qui a quitté il y a 5 kilomètres pour venir atteindre le centre d'inscription ne vienne pas trouver que le membre qui s'occupait de la machine est allé dans l'antenne pour charger la batterie et lui, il doit attendre dans ce village-là pendant 3 jours alors qu'il a laissé sa maison à 5 kilomètres de là. Vous voyez, la conséquence, c'est qu'il va retourner chez lui, il ne viendra plus chercher sa carte d'électeur. Donc, ce qui paraît un petit incident, effectivement, peut avoir des conséquences sur les électeurs. La suite du processus. Voilà, effectivement. Autre observation. Oh, je ne pourrais pas être exhaustif, mais c'est que vous pouvez par exemple constater que on a parlé de la sécurité des kits et du matériel électoral. À plusieurs reprises, on a vu des véhicules où on a pu avoir des cartes d'électeurs ou des kits. En fait, ça signifie tout simplement que la prise en charge du déploiement n'était pas très bon, okay? N'était pas sécurisée. Tous ces éléments réunis, je comprends que votre patron, je cite Corneille Nangaa, puisse dire que ces bureaux, la façon de fonctionner de ces bureaux est très loin faible que... Comme j'ai dit, je ne veux pas être dans une analyse comparative, dans la mesure où le contexte n'est pas le même. Okay? Les objectifs politiques ne sont pas les mêmes. Il n'y a que le président actuel, Denis Kadima, qui peut connaître les objectifs politiques et pouvoir justifier en fait ce qui se passe. La gestion, ce sont des choix. Okay? Le management, ce sont des choix qu'on fait. Okay? Et ces choix peuvent faire qu'on puisse subir des conséquences. Malheureusement, on ne peut pas avoir une perfection dans le domaine, j'allais dire, électoral, même s'il nous est exigé un résultat, une réussite à 100%. Alors qu'on en est déjà au 4e cycle, 3e ou 4e. Oui, bon, ça c'est vrai aussi. J'aurais bien voulu que l'on sache tirer les leçons de ce qui a été fait précédemment. Ça aussi, c'est une faiblesse, non? Le fait de changer les bureaux à chaque cycle électoral. Bon, de toute façon, il y a une manière... Quand on change des acteurs, ceux qui arrivent, ils ont aussi leur manière de voir les choses. Je voudrais, d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à feu l'abbé Apollinaire Malou, qui est un homme, un visionnaire, et qui a mis en place un mécanisme qui peut nous permettre de pouvoir continuer à voter pendant les 20-30 prochaines années. Non, la mémoire institutionnelle existe, sauf qu'il faut en tenir compte. Il y a une expertise électorale avérée à la Commission électorale nationale indépendante, pas en dehors. À la Commission électorale nationale indépendante, il y a une expertise avérée, mais il faut l'écouter. Bon, je sens que vous évitez vous cherchez à marcher sur les œufs sans les casser. À voir les choses, on aura les élections dans les délais. S'il faut vraiment fonctionner normalement, on aura les élections en temps réel.
Parce que l'opposition tient mordicus pour qu'on puisse respecter les délais. La question ne se pose pas en ces termes-là. En termes opérationnels, la question de celui qui organise les élections, c'est qu'il doit tout faire pour organiser les élections dans les délais qu'il s'est fixés. Il ne doit même pas un instant, commencer à réfléchir sur je ne pourrai pas atteindre les délais. Non. Si tu dois augmenter les moyens... Vous le voyez comme ça? S'il vous plaît, si vous devez accroître vos moyens logistiques, si vous devez accroître vos moyens financiers pour atteindre cet objectif-là, faites-le. Mais au rythme où j'ai vu qu'on a géré la révision du fichier électoral, si c'est cette logistique-là qu'ils utilisent, si c'est ces moyens financiers-là qu'ils utilisent, je peux alors vous dire qu'ils ne pourront pas tenir les délais du 20 décembre 2023. Si les moyens financiers et les moyens logistiques sont ceux que moi j'ai vus, les rythmes avec lesquels... si ce sont ceux que moi j'ai vus durant l'opération de révision du fichier électoral, sans peur d'être contredits, ils ne vont pas tenir le 20 décembre. Parce qu'ici, ils ont eu 30 jours pour organiser des opérations. 30 jours. Le 20 décembre, c'est une seule journée. Ça veut dire que vous devez avoir déployé tout le matériel, déployé tout ce qu'il faut pour que ce jour-là, tous les électeurs puissent être en mesure de glisser leur bulletin de vote dans l'urne. Donc la logistique, elle est de loin plus importante, elle est 4 fois, 5 fois plus importante que ce qui devait être utilisé pour la révision du fichier électoral. Donc s'il n'y a pas un effort qui est fait de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'ils pourront tenir les délais. Un conseil d'experts. Mais il y a une problématique beaucoup plus importante. Quand on organise les défis, il y a évidemment des défis structurels. Mais il y a ce qu'on appelle les défis liés à l'environnement électoral. C'est vrai qu'on peut parler de la mécanique, ce qu'on appelle les défis opérationnels. Mais les défis de l'environnement sont importants, l'environnement électoral. Le fait que notre territoire soit menacé dans son intégrité, pour moi, c'est une priorité. Mais sous votre bureau, la République a connu le même problème. Non, ça veut dire que tous les Congolais ont pu obtenir leur carte d'électeur. Il y a eu des problèmes pour le jour de vote, des questions de sécurisation, mais ils ont pu voter 3 mois plus tard. Ils ont choisi leurs députés nationaux, ils ont choisi leurs députés provinciaux, ils ont choisi leurs sénateurs et puis ils ont choisi leur gouverneur de province. Donc, non, l'intégrité du territoire, c'est autant le sol, l'espace terrestre, que la population. Aujourd'hui, avec le nombre de déplacés et avec les armées des pays étrangers, les groupes armés étrangers qui sont sur notre territoire, la situation n'est pas la même. Je suis désolé, ce n'est pas la même. Il faut absolument régler cette question-là, cette question de l'environnement électoral, prioritairement. Avant d'aller aux élections. Absolument. Absolument. L'homme politique de l'opposition ne vous comprend pas. Non, mais de toute façon, les questions électorales sont parfois rigides. Au Mali, il y a eu une élection, ok? Et puis 3 mois plus tard, le président qui a été élu a été renversé. Ça veut dire que quand vous ne respectez pas un certain nombre de règles, des facteurs, vous êtes rattrapé, inéluctablement. Inéluctablement. Il y a cette question de l'intégrité du territoire, il y a la question de l'inclusivité. OK? L'inclusivité politique. Ça aussi,
ça peut générer des problèmes. Il est préférable de travailler sur cette inclusivité politique. Il est important de travailler sur la cohésion nationale pour justement sauvegarder aussi cette intégrité territoriale. Donc pour moi, ces questions d'environnement électoral sont, j'allais dire, sont des conditions essentielles pour tenir les élections comme il se doit dans les délais. Alors, là, vous parlez comme technicien, comme expert, et puis du coup, ça me vient à l'esprit une idée. Quand je vois les politiques congolais, surtout de l'opposition, dire coûte que coûte, il faut organiser les élections dans les délais, je réalise que et ne vivent pas dans le monde normal. Ils sont dans leur monde, derrière leurs intérêts. Non, je ne dirais pas ça. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'élection, on est dans un contexte également d'état de droit. OK? Il y a un respect des dispositions de la Constitution qui s'impose à tous, à toutes les institutions. OK? Donc, à partir de ce moment-là, eux s'appuient sur ces dispositions légales et ils ont justement le droit de pouvoir agir. Mais ça, c'est leur partition. Nous, comme acteurs de la société civile, nous sommes plutôt préoccupés par la sécurité des populations. Nous sommes préoccupés par tous ces déplacés pour lesquels on ne sait pas qui est qui. On risque d'avoir un gonflement des statistiques des élus avec des électeurs venus de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. C'est ça la vérité. Merci, on termine déjà. Je voulais vous donner une occasion de vous adresser aux jeunes qui auront l'occasion de vous suivre, qui vous suivent déjà. Alors, quid de la participation des jeunes au processus électoral? Je voudrais demander aux jeunes de ne pas considérer qu'ils sont des spectateurs du jeu politique. Ils doivent absolument entrer sur le terrain. Ceux qui sont spectateurs risquent de subir les conséquences de l'action politique. Il est préférable que l'action politique soit profitable aux jeunes qui constituent la majorité de la population congolaise. C'est ça tout l'intérêt majeur. Tout à fait. Tout à fait. Et à vos collègues qui sont au bureau de la CENI actuellement? Nous allons continuer à faire la surveillance du processus électoral, nous allons continuer à faire l'observation électorale, nous allons continuer à faire l'éducation civique et électorale pour le bien de la population, en espérant qu'on va avoir une amélioration de la gouvernance de notre pays et un mieux-être des populations congolaises. Vous êtes dans cette affaire depuis une vingtaine d'années. La société congolaise a-t-elle évolué par rapport à cette question électorale? La manière de voir les choses depuis 2006, 2011, l'expérience de 2018, il y a quand même une bonne évolution. Là, vous évoquez les facteurs structurels. Un processus électoral, c'est un processus qui est géré avec tâtonnement et rationalité progressive. On est obligé, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on s'adapte par rapport à ce que l'on a appris. Okay? C'est d'ailleurs ce que l'on a toujours demandé aux jeunes et d'ailleurs à tout acteur du processus électoral. Savoir tirer les leçons de ce qui s'est passé précédemment pour mieux faire. Okay? C'est ce qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que ceux qui améliorent plus leur performance, c'est ceux qui travaillent sur la fraude électorale et pas ceux qui travaillent pour le bien-être de la population. C'est ça un peu ce qui est dommage. Si on donne trop d'intelligence à ceux qui sont dans la corruption et dans la fraude électorale, ça restera un problème pour notre société et même pour le processus électoral. On termine par ceci. Vous avez publié un tableau des élus jeunes
avec quel intérêt? En fait, l'idée derrière, c'était de donner des repères aux jeunes. Pour chaque circonscription, vous devez à peu près savoir le nombre de voix que vous pourriez obtenir pour vous faire élire. Toutes les circonscriptions ne se ressemblent pas. S'il n'y a pas de repères, en fait, les jeunes ont une certaine globalité. Aujourd'hui, un siège de député national, c'est 100 000 voix. OK? Théoriquement. Théoriquement, quel que soit l'endroit du pays, si vous avez 100 000 voix, vous êtes élu député national. Mais en termes de rationalité, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 100 000 voix. Vous avez une moyenne plus basse que vous pouvez obtenir en fonction des circonscriptions. Et donc ce tableau-là, c'est pour les aider à avoir des repères et savoir à peu près quels sont le nombre de voix qu'ils pourraient obtenir pour se faire élire. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Ndundu. Je rappelle que vous êtes animateur de la société civile depuis beaucoup d'années, ancien membre de la plénière de la centrale électorale sous Corneille Nangaa. Et plusieurs années durant, vous avez fait l'observation électorale, mais encore, vous êtes auteur de beaucoup d'ouvrages relatifs notamment au processus électoral. Merci d'avoir accepté notre invitation et avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. À vous également, mesdames et messieurs, nous disons merci pour l'attention soutenue avec laquelle vous avez suivi ces programmes des plateaux politiques que vous allez suivre demain en rediffusion, demain jeudi à 14 h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la télévision catholique Elikia.